Bon, mais bienvenue en tout cas. Merci d'être là ce matin. On est heureux d'être avec vous et de partager ce moment. Donc, c'est un sujet pour lequel on a eu quelques questions aussi qu'on va traiter, qu'on a intégré spécialement dans cette masterclass afin d'y répondre, en tout cas du mieux qu'on le puisse. Euh, donc, c'est un programme qui est assez chargé, enfin, Oui, il y a il y a beaucoup mm. de choses à voir. Donc, on va pouvoir commencer. La communication, c'est un vaste sujet. Là, ça fait partie d'un cycle de masterclass qu'on fait mensuellement depuis le mois de juin. Et donc, on a déjà abordé pas mal de thématiques et forcément, en fait, tout est intriqué, tout se recoupe. Donc, il y a des choses dont on va vous parler aujourd'hui, qu'on a déjà un petit peu déflorées dans d'autres masterclass. Et voilà, on a parlé de plusieurs fondations, dont la dernière fois c'était la fondation de la sécurité. Et forcément, voilà, là, la communication, c'est un très très vaste sujet. On va pas pouvoir peut-être brosser absolument tout Mm. aujourd'hui dans le temps qui nous est imparti, mais on a essayé de faire voilà, au maximum pour vous donner un petit peu tous les éléments en fait qui peuvent vous aider à revenir à une communication plus saine, plus consciente, plus authentique dans vos relations. Voilà, Et ce sera sur deux axes principaux qui vont être, en gros, une première partie qui sera un peu le diagnostic, c'est-à-dire les problématiques qu'on retrouve dans la communication, d'où ça peut venir, les racines de ces difficultés. Et ensuite, une partie plus sur comment passer outre ces problématiques et arriver à communiquer de manière la plus authentique possible et la plus alignée. tout à fait. Et là, je vous invite à prendre juste un instant pour fermer les yeux, prendre une grande inspiration, une grande expiration pour revenir vraiment être pleinement ici et maintenant, en réception. Parce que voilà, ce qu'on va vous dire aussi aujourd'hui, ce qui se transmet aussi par les mots, en fait, ça agit déjà, ça prend le temps de s'intégrer, ça peut faire émerger des choses, des compréhensions à d'autres niveaux. Donc c'est vraiment important voilà, de s'aider peut-être par le souffle, l'inspire et l'expire, pour sentir qu'on est ici, présent dans son corps. Et vous pouvez garder les yeux fermés quelques instants. Essayez de vous rappeler peut-être combien de fois vous vous êtes déjà répété mentalement une phrase avant d'aller vous coucher, sans jamais oser la dire. Combien de fois peut-être vous avez ravalé vos larmes de peur d'être trop ou que ce ne soit pas accueilli. Combien de fois vous avez préféré le silence jusqu'à ce que ça explose à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Ça, c'est des exemples de choses peut-être qui peuvent résonner ou non, qui sont ressortis dans des témoignages qu'on a eus, qui partent euh, globalement de 4 douleurs centrales qui sont ressorties des témoignages qu'on a reçus. Je ne sais pas comment dire sans blesser. Je me sens coupable de poser mes limites. J'ai peur que ma vérité détruise tout. Je ne comprends pas pourquoi on se parle mal. Oui, ces difficultés ne sont pas des échecs, ce sont des indices. Ils pointent vers nos blessures qui ne sont pas guéries. Et c'est précisément en comprenant d'où viennent nos blocages qu'on peut commencer à parler vraiment, avec authenticité. On a vu déjà dans les deux dernières masterclass, notamment sécurité intimité, qu'il était important de poser un cadre de confiance pour pouvoir avoir une communication qui soit le plus authentique possible et le plus sécure.
Et aussi, on a vu aussi dans la masterclass Oser offrir une nouvelle dimension qu'il y avait un moyen aussi de se retrouver en ritualisant des rendez-vous euh, à la fréquence qui vous semble le plus adaptée. Donc aujourd'hui, nous allons d'abord comprendre ce qui nous empêche d'avoir une communication vraie, de voir nos blessures, pardon, nos croyances, les différentes projections, la culpabilité. Et ensuite, nous verrons comment agir malgré ces blocages, voir des outils concrets pour parler vrai et aimer mieux. Ce qu'on observe en fait souvent, c'est que c'est pas un manque de technique de communication souvent qui nous bloque. Alors bien sûr qu'on va vous partager des outils qui aident beaucoup dans ce sens. Euh, mais les principaux blocages, ils viennent de notre histoire. Avec quoi on arrive dans la relation à l'autre et donc avec nos blessures, nos croyances, nos conditionnements, chacun respectivement. Et souvent se met en place un jeu de communication qui est chargé de tout ça. Donc on a observé 5 blessures relationnelles qui peuvent se jouer dans nos rapports à l'autre et dans notre communication. Donc la première, vous devez les connaître, ces blessures relationnelles. Donc la première blessure, enfin une blessure, donc c'est le rejet. Le message qui s'est intégré souvent avec la blessure du rejet, c'est si je montre qui je suis vraiment, on va me rejeter. Ça, c'est la croyance du coup qui s'est intégrée avec cette blessure. Et le comportement souvent qui est adopté en conséquence, c'est je me tais, je me fais petite, je ne dérange pas. Ensuite, il y a aussi la blessure d'abandon qui est très présente. Et dans cette blessure, donc le message qu'on a intégré la plupart du temps, c'est si je demande trop, on va me quitter. Et le comportement souvent qu'on va adopter, ça va être qu'on va ravaler ses besoins, je ravale mes besoins et j'attends qu'on devine mes besoins. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup. Hmm. La blessure d'humiliation aussi. Donc la blessure d'humiliation, on a intégré que si je montre mes besoins, je vais paraître faible, je vais paraître ridicule. Donc la peur de paraître faible ou ridicule en exprimant ses besoins. Donc le comportement, c'est que je vais faire semblant d'être forte et je vais cacher mes émotions. Nous avons aussi la blessure de la trahison. Donc là, on intègre en général, on ne peut plus faire confiance en personne. Donc on se ferme. Et donc, on va avoir un comportement aussi où on va vouloir contrôler. Je contrôle tout et je ne me livre surtout pas. Et puis la blessure d'injustice. Donc la blessure d'injustice, ça va être pourquoi c'est à moi de faire des efforts. Donc ça va être le message qui s'est intégré avec la blessure d'injustice. Et le comportement qui peut en découler, c'est je vais comptabiliser, je vais comparer et je vais me fermer. Parce que je pars du principe que c'est pas à moi de faire des efforts. Et ça vient d'une blessure. Donc par exemple, on peut retrouver des comportements. Donc par exemple, un homme qui a grandi avec son père, qui était un père très colérique. Donc il intègre qu'en fait, parler, c'est un danger. Et donc Mm. adulte, c'est quelqu'un qui va éviter les conflits. Et donc dans la communication, il va éviter de parler ou dire les choses pour éviter les conflits, tout simplement. Oui. Et du coup, sa partenaire, elle peut potentiellement le vivre comme de l'indifférence. Alors qu'en fait, c'est une réaction de protection de sa part à lui par rapport à son propre vécu. Si tu ressens de l'indifférence, c'est peut-être que tu as eu Mm. une blessure de rejet. Voilà. Donc ça fait des ping-pong. Ça nous réactive. On est chacun dans nos névroses et on est réactivé dans nos névroses. Là, on vous pose un peu le cadre
d'une espèce de diagnostic de ce qui explique pourquoi on est souvent dans des communications défaillantes. Et que c'est des fois difficile de se parler de manière apaisée. Parce qu'on est très souvent réactivé Exactement. dans nos propres blessures. Ça peut être le cas aussi d'une femme, par exemple, qui a été éduquée à être très sage, qu'il faut pas être trop exigeante, et qui va jamais vraiment s'autoriser à demander, et qui, on en a parlé juste avant, qui va attendre que l'autre devine, et qui a intégré que si l'autre ne devine pas de quoi elle a besoin, c'est qu'elle est pas vraiment aimée en fait. Que l'autre, s'il l'aime, s'il ou elle l'aime, Il devrait peu importe, savoir. c'est pas plus masculin que féminin, si il ou elle l'aime, devrait savoir de quoi elle a besoin et devrait anticiper son besoin et devrait répondre à son besoin qu'elle n'a pas exprimé. Sauf qu'en fait, le problème derrière ça, c'est pas vraiment le manque d'amour, enfin, c'est pas un manque d'amour, c'est la permission que la personne ne s'est pas donnée elle-même de pouvoir exprimer en fait son besoin. Et des raisons pourquoi on n'exprime pas nos besoins. Mm, mm. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, juste une petite minute, c'est fermer les yeux et respirer profondément. Et reprenez conscience d'une situation récente où vous n'avez pas osé parler. Quelle émotion vous traverse à ce moment-là? De la peur, de la colère, de la honte, tristesse. Et sans chercher à analyser, laissez juste cette émotion être là. Observez-la et observez où elle se manifeste en sensation physique, par exemple, dans votre corps, votre gorge, votre poitrine, votre ventre. Y a-t-il un endroit où cette émotion prend racine, prend forme, et accueillez-la. Respirez dans cette zone et vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, alors là, on vient vraiment pour toucher du doigt potentiellement ce qui est activé en termes d'émotion quand on vit ça. Euh, Parce que l'émotion, elle se vit dans le corps, en fait. Elle a toute une histoire. Euh, mais vraiment pour pouvoir transformer en fait ces blocages qu'on peut ressentir, ce qui est en train de se manifester, bien sûr qu'il faut aller beaucoup plus profondément. Là, on vous invite déjà à pouvoir ressentir un peu ce qui se joue, mais pour le déprogrammer, vraiment, ça nécessite bien sûr de descendre plus profondément dans la sensation, dans l'émotion, aller à la racine de ça pour pouvoir le déprogrammer. Nous, c'est ce qu'on propose dans nos accompagnements. On travaille avec l'intelligence du corps, l'intelligence des émotions notamment. Bien sûr qu'on ne peut pas vous faire ça dans le cadre de la masterclass. C'est pas, le cadre n'est pas adapté. Mais voilà, c'est pour déjà, peut-être pour vous développer cette écoute, de savoir un petit peu ce qui se joue, d'où ça part. Et en passant, c'est vraiment en passant par le corps qu'on peut venir libérer tout ça et venir déprogrammer ce qui s'est programmé. Euh, ce ce qu'on appelle la communication consciente, ce que Aruna Lipsitch, alors j'ai son bouquin là, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un très beau livre, voilà, c'est à l'envers, mais Aimer, et ça ça s'apprend. s'apprend, qui est très intéressant. Elle parle de développement relationnel par opposition au développement Personnel. personnel. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, mais de garder quand même à l'esprit, même si là, on parle de communication avec, donc dans le cadre de nos relations, ça n'empêche pas, ça ne se substitue pas à un cheminement personnel. Parce qu'en fait, on est deux individus qui se rencontrent et qui vont rentrer en communication. Donc on vient aussi avec tout ce qui nous compose. Tous nos bagages. Voilà, donc on peut venir cheminer et adopter.
d'autres façons de faire dans la relation via la communication, mais bien sûr que ça se substitue pas à tout ce qu'on peut faire de soi à soi pour venir guérir aussi ces blessures qui sont là en nous, nos modes de fonctionnement, de façon à quand on rentre dans la relation après, il n'y ait pas les mêmes schémas qui se jouent et les mêmes blessures et les blessures qui ne sont pas activées en fait. Et l'autre est le miroir, est un miroir aussi Oui, justement de pouvoir observer ses propres blessures. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la relation. tout à fait. Et là, nous, ce qu'on vous propose, c'est donc c'est ce qu'on commence à faire hein, déjà, de vous présenter un peu le terrain qui explique pourquoi c'est compliqué. Et on va vous proposer justement des outils, des pistes pour apprendre à communiquer malgré nos blessures. Parce qu'en fait, ça, c'est tout un cheminement en fait. Bien sûr que nos blessures, elles vont pas forcément disparaître comme ça, là, du jour au lendemain. C'est très important déjà de prendre conscience de qu'est-ce qui nous habite. Donc ça, c'est un premier pas qui est déjà énorme. Mais ça n'empêche pas que même si on n'arrive pas à régler tout ça dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, on puisse quand même adopter des outils, une façon de communiquer qui est plus saine. Voilà. Donc c'est ce qu'on vous propose notamment dans cette masterclass. Donc on va parler des croyances, ces croyances qui nous empoisonnent et qui empoisonnent le dialogue. Donc ce sont des programmes qui sont souvent hérités de notre éducation, de la société, de nos expériences passées, bien sûr. Et ces croyances sont les croyances fréquentes que l'on retrouve, ça va être par exemple, si j'exprime mes besoins, je suis égoïste. Hmm. Ou la croyance que un couple qui s'aime ne se dispute jamais. Ou si je dis non, je suis pas un bon partenaire. Ou encore la croyance que l'amour, ça devrait être facile. Ou si il ou elle m'aimait, elle devrait ou il devrait deviner. Et la croyance de si je demande, c'est que je suis faible. Donc ces croyances, c'est pas une vérité. C'est des conditionnements et donc comme c'est des conditionnements, on peut les déconstruire. Euh, une des choses qu'on a observées dans les témoignages qu'on a eus, nous ce qu'on peut voir aussi dans les accompagnements, euh, un des points de friction les plus importants qu'on rencontre souvent, c'est la culpabilité. Ça peut être un blocage qui est vraiment très très fort dans la communication. Alors, il y aurait énormément de choses à dire sur la psychologie de la culpabilité. Euh, Ça pourrait faire l'objet, et on y pense d'ailleurs, d'une masterclass à elle seule. Donc là, on n'a pas prétention à faire le tour de toutes les raisons et de vous expliquer tout ce qui peut expliquer les schémas de la culpabilité. Mais déjà de vous donner un petit peu quelques pistes, quelques éléments en fait de réponse par rapport à ça. Comme déjà, ben, d'où elle vient, cette culpabilité. Donc il y a plusieurs sources possibles. Donc il y a l'éducation qui est une des premières sources avec des messages qu'on peut intégrer. Par exemple, qu'il faut être gentil, dire toujours oui Mm. pour, voilà, ben, pour être bien dans la société. Euh, Aussi, on peut très bien avoir ce message de ben, il faut pas déranger, il faut être sage, penser aux autres d'abord. Ça, c'est des sacrés conditionnements Ouais. déjà par l'éducation. La blessure d'abandon vient nourrir aussi cette culpabilité. Si on a intégré le message que si je dis non, on va me quitter, donc il y a on a enregistré cette idée que l'amour est conditionnel. Je t'aime si tu es comme ceci ou comme cela. Donc il y a il y a aussi les injonctions, les injonctions pardon, genrées, comme ben, pour une femme, soit douce, accommodante, pas chiante, ou soit une bonne mère, et qu'une bonne mère ou une bonne épouse, ben, elle ne dit jamais non. Pour les hommes, ça va être qu'on retrouve très souvent, c'est un homme, ben, il soit fort, ne pleure pas, ne montre pas tes émotions, assume. Donc ça, c'est aussi très commun. Mm.
Donc on a aussi des injonctions qui sont liées aux empreintes religieuses, selon les différents courants. Donc ça, bon, ben là, il y en a beaucoup. On sait que dans notre société, il y a aussi là, La fameuse la culpabilité culpabilité judéo-chrétienne. judéo-chrétienne. Donc voilà, mais on le retrouve dans tous les différents courants, c'est assez souvent. Et puis on a aussi le transgénérationnel qui peut jouer, hein, la culpabilité dont on hérite des fois par des schémas familiaux, qu'on hérite. Enfin, moi j'ai pu l'observer par exemple des héritages de ma mère, de ma grand-mère, sur des culpabilités comme ça qu'on se transmet de génération en génération. Voilà, c'est des choses. Il y a plein euh, il y a plein d'explications qui, qui peuvent nous faire comprendre pourquoi on vit cette culpabilité souvent à se positionner, à s'exprimer, exprimer nos besoins, cette difficulté-là. Donc comme autre source aussi, il peut avoir des sources qui vont être traumatiques, c'est-à-dire à des Mm, moments, des expériences passées qui ont été très douloureuses, euh, où par exemple, petit, on s'est exprimé librement en disant, je sais pas, des choses qui nous viennent du cœur, et puis derrière, il y a une punition et on comprend pas. Donc, ou quand voilà, on a senti qu'exprimer nos besoins était devenu dangereux, puisque les parents sont colériques, et il y a un retour de bâton fort. mm. Donc ça aussi, c'est des choses possibles qui vont nourrir cette culpabilité. Et puis, il peut y avoir aussi la confusion entre l'amour et le fait de plaire. Euh, C'est-à-dire qu'on peut avoir intégré le message que aimer, c'est ne jamais contrarier l'autre. Euh, si, euh, Si je l'aime vraiment, je dois tout accepter. Et donc, il peut y avoir cette culpabilité en fait, à dire non et à ressentir différemment parce qu'on a intégré ce message-là. Euh, donc, vraiment, la culpabilité, c'est pas avoir comme un défaut, c'est vraiment un signal qui porte vers une blessure et très souvent une blessure d'enfance. Donc quand on se sent coupable de poser une limite, ce qui est intéressant, c'est de se demander quand est-ce que j'ai appris qu'exprimer mes besoins dérangeait? Quand est-ce que j'ai appris que dire non, c'était potentiellement perdre l'amour de l'autre? Donc ça, c'est souvent, ça peut, quand on détricote un peu ça, quand on remonte le fil, ça nous ramène très souvent à l'enfance. Euh, voilà, ça peut être lié à ce qu'on a vécu avec nos parents, avec ce ressenti d'un amour conditionnel, avec, dans le cas de certains enfants, la parentification aussi, c'est-à-dire des enfants qui se sont retrouvés à être d'une certaine façon les parents de leurs propres parents dans certains contextes à devoir prendre soin du parent. Dans tous les cas, en fait, l'enfant, il va préférer se sentir coupable, il va adopter ça parce qu'en fait, se sentir coupable, ça évite de se sentir complètement impuissant. Parce que se sentir complètement impuissant, c'est extrêmement insécure, en fait. Tout à fait. Parce que la culpabilité, ça donne une illusion du contrôle, et ça permet de dire, ben, si c'est ma faute, je peux agir quand même sur les choses. Je peux les changer. Mm. Donc là, c'est une stratégie intelligente de l'enfant pour, comment dirais-je, et qui devient en fait une prison après émotionnelle pour l'adulte, et qui conditionne justement la communication. Donc parfois une colère qui n'a jamais, euh, comment dirais-je, parfois Qui s'est jamais exprimé, en jamais fait, exprimé, ouais, ouais. ouais, ouais. Donc ça cache cette problématique-là. Mm. On la retourne contre soi, en fait. C'est souvent des colères enfants de pas avoir été entendu, de pas avoir pu être accueilli dans ce qu'on vivait. Bah, comme on n'a pas pu la laisser s'exprimer, on la retourne contre soi et on adopte certains schémas qui sont des schémas protecteurs à la base, hein. Donc c'est pas voilà, c'est juste que adultes, ces schémas protecteurs deviennent des sont plus adaptés et en fait rendent nos relations plus Plus compliquées. compliqué. Donc vraiment guérir cette culpabilité, c'est un cheminement
Ça peut venir donc de notre vécu, des échos transgénérationnels, comme on l'a dit. Et ça, voilà, vraiment, ça va pas se régler en une masterclass, ça c'est sûr. C'est vraiment tout un chemin. Ce qui est important de retenir, c'est que oui, elle existe, de la reconnaître, de l'accueillir, mais c'est pas la vérité. D'avoir conscience que cette culpabilité, c'est pas la vérité. C'est juste, voilà, quelque chose qui exprime, qui vient pointer du doigt, en tout cas, un schéma de fonctionnement qui souvent était là à la base pour nous protéger de quelque chose, mais qui maintenant est Mm, inadapté. mm. Donc ça, c'est plus, si vous observez ça, une culpabilité à vous exprimer dans votre relation, à certains moments, c'est intéressant de faire ce cheminement pour vous déjà, de peut-être vous faire accompagner ou d'aller voir. euh, à la racine de cette culpabilité pour venir déjà euh, voilà, cheminer avec cette culpabilité pour pouvoir s'en libérer. Tout à fait. Et c'est vrai que cette culpabilité, elle touche vraiment tout le monde. Chez les hommes, on a souvent cette culpabilité qui prend d'autres formes, comme ce sentiment de pas être assez fort, pas être assez performant. Ça vient nous montrer notre vulnérabilité. C'est une culpabilité qui se joue à ce niveau-là. Et donc, ce sont des conditionnements qui sont différents, mais qui viennent de la même manière nous enfermer, quoi. Mm. Et donc dans une deuxième partie, on verra comment on peut quand même agir malgré le fait de ressentir cette culpabilité notamment et de pouvoir, pardon, et de pouvoir poser nos limites malgré tout. Mais déjà, c'est vrai que de comprendre d'où ça peut venir, de le voir en fait, déjà de réaliser ça et de voir d'où ça peut venir, c'est déjà un pas énorme parce que ça nous permet du coup après d'adapter aussi notre communication à cette compréhension-là. Je sais pas si vous voulez témoigner dans le chat, n'hésitez pas si ça peut être intéressant de le faire bah, soit chez vous, si vous regardez le replay, ou en direct si vous voulez le partager, de vous rappeler est-ce que vous avez déjà ressenti justement de la culpabilité? Est-ce que vous avez conscience d'avoir déjà ressenti de la culpabilité en posant une limite, par exemple? Est-ce que vous avez déjà pu faire ce lien avec la culpabilité et le fait que ça, voilà, que ce soit un schéma connu qui est là depuis longtemps, qui vous rappelle peut-être quelque chose de votre passé? On peut prendre quelques instants si vous voulez nous dire dans le chat si ça vous parle déjà. Et puis chez vous, voilà, c'est vraiment une invitation à observer ça. Donc c'est une pratique que vous pouvez faire de venir voir à quel moment elle est activée, dans l'expression de quel type de besoin, est-ce que vous ressentez effectivement cette Mm. culpabilité à poser une limite. Quel est Mm. le déclencheur? Si c'est poser une limite, si c'est autre chose. Si vous voulez prendre la parole en direct, c'est possible aussi. Parfois, moi, par exemple, j'ai eu ce sentiment il n'y a pas hyper longtemps, dans le fait de, c'était dans le cadre familial, de ne pas avoir exprimé Mm. complètement ce que je voulais dire dans une communication où c'était vraiment très engageant. Donc j'ai raccroché le téléphone et là j'ai senti une culpabilité monter. J'ai dit mais t'as pas tout dit, c'est pas possible. Donc j'ai rappelé et là j'ai posé les choses et bah, cette culpabilité elle est partie direct. Donc c'était vraiment le fait par exemple de ne pas avoir exprimé quoi. Donc là on a vu la culpabilité. On va parler aussi maintenant des projections. Et les projections, c'est aussi quelque chose qui nous empêche beaucoup et nous sépare dans certains cadres, on va dire. Donc les projections, c'est un peu ce cinéma mental qui nous sabote. Euh, donc on ne réagit pas toujours à la réalité comme elle devrait l'être, mais plutôt à une interprétation que l'on fait de cette réalité-là. C'est les fameux petits films qu'on peut se faire dans notre tête, C'est ça, face à une situation. les histoires qu'on se raconte. Voilà, donc en situation classique, par exemple, votre partenaire, elle rentre du travail, elle va directement dans sa chambre sans vous embrasser. Et donc là, on peut avoir plusieurs interprétations. Ça peut être, par exemple, bah, il ou elle est fâché contre moi, je ne comprends pas.
elle ne m'aime plus, j'ai fait quelque chose de mal, euh, me fuit, il ou elle en a marre de moi. Et donc là, on commence à partir dans tous les sens et ça tourne et ça tourne. Donc il y a une autre réalité qui est possible, c'est tout simplement c'est qu'elle rentre du travail, qu'elle est exténuée, ça a été compliqué, elle a une réunion houleuse ou je ne sais quoi, et elle a juste besoin de prendre une petite pause de 10 minutes, de se poser, de se réguler avant de revenir dans la relation. Donc nous, le problème, c'est qu'on réagit toujours par rapport à notre film et pas ce qui se passe vraiment. Et donc, dans la relation après, ça prend une tournure qui n'est pas forcément Mm, tournure souhaitable. exactement. Et il y a un lien vraiment avec euh, les blessures dont on a parlé juste avant, les fameuses 5 blessures. C'est-à-dire que si on a une blessure de rejet, très souvent, on va interpréter un silence comme un rejet. Si on a une blessure d'abandon, on va suranalyser chaque comportement pour venir parce qu'on a cette blessure d'abandon de oh, mais en fait, la personne, elle veut me quitter, elle va m'abandonner, elle m'aime plus. Si on a une blessure de trahison, je vais voir des mensonges partout. Si j'ai une blessure d'humiliation, je vais croire qu'on se moque de moi. Si j'ai une blessure d'injustice, je vais me comparer, me sentir lésée, penser que c'est pas juste. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant aussi de voir, même dans nos propres films en fait, ça nous apprend des choses. C'est-à-dire quand on observe ça, quand on observe qu'on est réactivé, qu'on est en train de partir dans son film, de venir voir qu'est-ce qu'on est en train de se raconter et d'où ça part. Peut-être on peut te donner Oui, quelques exemples, ouais. ouais. Bah, par exemple, dans une blessure d'injustice, on va sentir par exemple que la personne fait moins de choses que ce que nous on fait. Donc on va commencer à se mettre à comparer, à compter. Et puis cela, ça va faire monter la colère à l'intérieur. Et puis en fait, on va voir plus qu'à travers cette illusion de réalité et on voit à travers cette blessure et plus réellement de manière objective. Mm, tout à fait. Et une femme, par exemple, enfin moi je suis plus impactée par la blessure de l'abandon, par exemple, enfin au niveau de mon schéma enfant. Et donc, quand on est avec cette blessure de l'abandon, potentiellement, bah, on peut interpréter aussi chaque moment de solitude comme un signe qu'on nous aime plus. Donc, on va avoir constamment besoin d'être réassuré par rapport à ça euh, ouais, voilà, d'avoir besoin que l'autre nous rassure, en tout cas par rapport à ça. Et en réalité, c'est pas un manque d'amour, c'est vraiment une problématique de sécurité intérieure. Donc ça, on en a parlé notamment dans d'autres masterclass, mais quand je parle de sécurité intérieure, c'est aussi en fait cette sécurité qui est nourrie par l'amour de soi en fait. Et plus on chemine avec cet amour de soi et de se rencontrer et de s'aimer soi, moins il y a cette sensation de vide que l'autre a besoin de combler, notamment dans la blessure d'abandon. Mm. Alors on a Myriam qui nous Merci. partage, merci, un témoignage. Je suis en train de dépasser progressivement des schémas hérités, beaucoup de colère pendant longtemps car aucune possibilité d'exprimer quoi que ce soit enfant, à part avec mes grands-mères. Adulte, c'est plutôt des regrets de ne pas avoir dit au bon moment, retenu des mots pour ne pas choquer, aller trop loin. Mm. Ouais. Bah, Bah là, c'est un peu exactement ce que j'avais ressenti la dernière fois au téléphone. Donc j'avais peur d'aller trop loin, c'était ce qui m'empêchait. Et en fait, en m'écoutant, en sentant justement cette culpabilité arriver du fait de ne pas avoir exprimé ça, je l'ai fait. Et j'ai pas mâché mes mots, c'était assez dur, mais je l'ai fait avec amour. Et en fait, ça a débloqué vraiment une situation. Ça allait vers une conciliation. C'était vraiment étonnant. Donc, des fois, notre peur, c'est encore un film en fait. On est encore dans ces scénarios. Et en fait, la parole vraie, quand elle est accueillie, quand elle vient du cœur, ben en fait, elle peut débloquer aussi les situations. et puis on va en parler, on va donner aussi des outils par rapport à ça, comment on peut exprimer depuis un espace qui est plus juste aussi. Merci beaucoup Myriam pour ce témoignage. C'est vrai que ça montre bien justement aussi bah, cet héritage hein,
qu'on reçoit et c'est aussi pour ramener de la douceur dans ce qu'on vit avec soi, c'est-à-dire que on nous a pas appris. Très souvent, en fait, on ne nous a pas appris. On a hérité de plein de choses. Et c'est pour ça, vraiment, c'est pas pour se culpabiliser, hein. On vient pas nourrir la culpabilité ici. C'est vraiment pour se ramener de l'amour là-dessus. On fait avec les ressources qu'on a. Jusqu'à maintenant, on fait toujours avec les ressources qu'on a. Et donc, du coup, comme on nous a pas appris et qu'on a hérité de beaucoup de choses et qu'on a beaucoup de schémas qui sont venus aussi nous protéger de situations des fois compliquées, difficiles dans l'enfance, ben, voilà, on ramène de l'amour là-dessus, on accueille que c'est ce qui est. C'est vraiment important de pouvoir accueillir ça avec amour, si possible. Et ça aussi, c'est un cheminement, hein. Et puis voilà, et en fait, une fois, ça c'est le plus grand pas à faire. Après, du coup, tout ça c'est un cheminement. Il y a des accompagnements pour ça. Il y a voilà, vous pouvez trouver des ressources pour vous accompagner là-dessus. Euh, mais vraiment, déjà, on comprend en fait ce qui est en train de se jouer et c'est beaucoup plus facile après de venir dépasser, comme tu le dis, Myriam, progressivement, euh, ce qu'on a intégré et ces schémas. Voilà, donc forcément, quand on a ces films mentaux, ces projections, et qu'on on ne vérifie pas justement nos interprétations, il y a des conséquences. Et les conséquences, ça peut justement créer des conflits. Euh, on va se couper de l'autre aussi. On va faire des reproches. On fait des reproches qui sont injustes. On nourrit un ressentiment. On peut détruire aussi la confiance. Mm. Et ce qui est compliqué, c'est que très souvent, on est certain chacun d'avoir raison. Parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, notre ressenti, il est réel. Et notre ressenti, il est indiscutable. On peut jamais discuter un ressenti. Un ressenti, il est toujours réel, il est toujours... personne peut remettre en cause ce que vous ressentez. La problématique, c'est pas le ressenti, c'est que notre interprétation, en fait, elle peut être complètement fausse parce qu'elle vient justement de ces films qu'on se raconte, de nos conditionnements, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Plus vous allez être à l'écoute de vos ressentis, de ce qui est réactivé chez vous, de ce qui se joue, plus ça va vous donner des pistes sur le message que vous donne votre corps, le message que vous donnent vos émotions sur ce qui est réactivé chez vous et ce qui a besoin d'être euh, entendu et qui a besoin peut-être d'être rassuré. Euh, voilà, donc ça peut être intéressant chez vous et n'hésitez pas à continuer de témoigner si vous avez d'autres choses à nous partager, euh, de, de prendre quelques instants aussi, parfois, voilà, soit à la fin de la journée, soit à la fin de la semaine, enfin, d'avoir un moment où vous pouvez vous poser aussi et vous dire à quel moment je me suis raconté complètement un film en fait dans ce qui s'est passé. Souvent, dans le moment, quand on réagit, c'est pas là où on va on est dans notre film. Mais après, quand on peut, avec un peu de recul, dézoomer et se dire, ah oui, effectivement, puis en plus, effectivement, après avoir parlé avec lui ou elle, je me suis rendu compte que bah, j'ai mal compris, j'ai interprété, etc. Et pourquoi je me suis joué ce film-là, c'est intéressant. Et en fait, de le noter, ça peut être intéressant parce qu'en fait, au fil du temps, vous allez peut-être trouver un scénario à chaque fois d'activation qui est le même ou le même type de scénario en fait qui se rejoue. Et donc ça, c'est assez intéressant à observer pour pouvoir après venir le détricoter. Tout à fait. Donc maintenant, on va aborder, qui est un peu une conséquence de cela, trois attitudes toxiques qu'on va retrouver vraiment dans ces cas-là. Et donc, si on veut résumer un petit peu ce qu'on a vu, c'est que donc il y a face à nos blessures que l'on a, nos croyances ou nos projections, on va adopter des stratégies adaptées pour éviter. C'est des stratégies d'évitement, pardon. Et donc, on a vu dans la dernière masterclass, je ne sais pas si vous l'avez suivi ou pas, mais en tout cas sur la partie sécurité et intimité, la théorie polyvagale. Et cette théorie polyvagale montre que face à une situation qui nous dérégule, on va adopter il y a trois grandes
Il y a trois grands types de Trois- comportements, de- réactions en tout cas tout- face à cette au déclenchement en fait de notre système nerveux face à un choc, face à une peur, face à un trauma, enfin quand on est euh, voilà, face à quelque chose qui nous réactive. Donc la première chose, ça peut être le silence, qui est en fait la fuite. Donc c'est la fuite passive, hein. Donc c'est je vais ravaler mes besoins, je vais pas faire de vagues, euh, donc je vais rien dire, je vais me taire. Je vais générer du coup en moi une frustration, potentiellement du ressentiment ou une distance émotionnelle avec la personne qui m'a activée. Et l'autre, il va pas forcément comprendre ce qui se passe parce que l'autre, il sait même peut-être même pas qu'il y a un problème en Mm, fait. mm. Ensuite, il va avoir l'explosion, qui est une fuite plus active. Donc là, on s'est tu pendant un moment, et puis d'un coup, on explose de manière complètement disproportionnée. Donc, ben, résultat, l'autre, il comprend pas du tout ce qui se passe, se sent attaqué, se referme. Donc la vraie demande de départ, elle est noyée dans la colère et on comprend plus rien. Oui, ça pourrait être presque de l'attaque en fait, mais ça peut être une méthode de fuite où on laisse pas, parce qu'on laisse pas du tout place à l'autre, enfin on fuit le problème, mais c'est aussi Mm. un peu une réponse d'attaque aussi, comme on peut l'avoir avec la réponse défensive. La réponse défensive, c'est aussi, on est dans ce fameux, le combat Le quoi. combat, Sauf qu'on se met là, on se met pas en position d'attaque, on se met en position de défense, mais en réalité, on rentre dans cette notion du combat. Donc ça va être je parle pour avoir raison. Je suis pas dans l'idée de me relier à l'autre. Je parle pour avoir raison. On rentre du coup dans une guerre d'ego parce que potentiellement les deux protagonistes veulent pas lâcher le morceau. Il y a une surenchère. Et là, dans ces moments-là, il y a séparation en fait. Enfin, on n'est pas en train d'essayer de se relier. On est juste dans je veux avoir raison. Je me défends parce que je me sens attaquée. Je veux gagner, je veux pas essayer de comprendre. Je suis dans l'optique de je veux avoir raison. tout à fait. Et dans tous les cas, ces trois attitudes, elles ont un point commun, c'est que elles protègent l'ego, mais elles tuent l'intimité. Mm. Et c'est tout à fait possible qu'on passe de l'une à l'autre des situations enfin voilà, chacun de nous, hein, on n'est pas forcément que dans une façon de réagir. Ce qui est intéressant, c'est Ce qui est intéressant, c'est de voir laquelle domine chez vous, en fait. Est-ce qu'il y a plus une dominante? Est-ce qu'il y a plus une stratégie qui a été adoptée de silence? Est-ce qu'il y a plus une stratégie de je veux avoir raison? Enfin voilà, c'est intéressant de venir observer ça. Est-ce que je suis plus dans le silence, l'explosion, la défense? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, ben, d'observer et de noter. Tout ça, c'est vraiment précieux. C'est tout ce qu'on vit dans la relation, même quand ça se passe mal, même quand c'est inconfortable, c'est des expériences et c'est des apprentissages et c'est des occasions de grandir en conscience avec ça. Donc là, l'idée, c'est pas de se flageller avec, c'est vraiment de pouvoir se dire après coup, parce que souvent quand on est dedans, on est réactivé, c'est pas à ce moment-là que c'est facile de venir analyser ça, mais de se dire qu'est-ce que j'apprends sur moi et sur ma façon d'être à l'autre par rapport à ce qui vient de se passer. Tout à fait. Voilà, donc maintenant, on a vu, on a compris ce qui bloque. Donc on va commencer à regarder maintenant ce qui permet de débloquer ces situations-là. Oui, alors ça c'est la bonne nouvelle, c'est que effectivement on sait que nos blessures elles vont pas disparaître du jour au lendemain. C'est un cheminement. Nous aussi, enfin on est encore en chemin avec tout ça, hein. Mais on peut apprendre à communiquer malgré elles, malgré nos blessures, malgré voilà tout ce qui nous a conditionnés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire le process de venir guérir tout ça en parallèle, mais la bonne nouvelle, voilà, c'est que ça ne nous empêche pas de communiquer depuis un autre espace. Ce qui est intéressant, c'est de reconnaître bah, nos propres projections et apprendre à parler depuis l'adulte conscient, on va le voir, et pas depuis l'enfant blessé. Euh, je vais quand même rappeler que
voilà, ça n'enlève pas vraiment, ça ne se substitue pas au fait que c'est vraiment important de faire un. Alors, j'aime pas du tout travailler, enfin, le terme de travail sur soi qu'on voit dans le développement personnel, mais je dirais que c'est plus un chemin de connaissance de soi, de révélation de soi. Et ça, c'est vraiment en parallèle de toute relation, que vous soyez avec quelqu'un, enfin, que vous soyez dans une relation de couple avec quelqu'un, que vous soyez célibataire. A priori, on est toujours tous en relation à un moment donné avec quelqu'un, mais même Au amicalement, de boulot, toute au façon, au travail. travail, avec notre famille. Et donc, tout ce qu'on va venir vraiment euh, libérer pour soi ou se rencontrer, plus on se connaît, plus on se rencontre, plus on apprend à s'aimer et plus on vit les relations depuis un autre espace. Donc ça, c'est vraiment Un cadeau. voilà, je pense que je vais faire un jour, il faudra qu'on fasse une masterclass sur l'amour de soi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais fait des épisodes sur mon podcast L'Odyssée intérieure que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes, dont Spotify. Et donc, j'avais des épisodes dédiés à l'amour de soi. Et ça, c'est vraiment une fondation très importante à venir nourrir, en fait, pour venir guérir aussi ces parts de soi blessées et pour venir communiquer depuis un espace, l'espace du cœur et si possible de moins en moins depuis l'espace de la peur. Voilà. Donc on va vous donner quelques outils concrets aujourd'hui déjà pour que Mhm. vous puissiez continuer de cheminer vers une relation plus Tout consciente. à fait. Donc, moi, je vais commencer sur un outil que j'apprécie beaucoup, que j'avais découvert il y a très longtemps, jeune étudiant. Et c'est un outil qui me parle. Donc, c'est l'analyse transactionnelle. Donc, parler depuis l'adulte, voilà, c'est important. Donc, on peut mettre peut-être Ah oui, je vais partager un document du coup. partager un petit document pour que, bon, c'est très connu, mais c'est un outil qui est très simple, que je trouve vraiment intéressant. Donc, il y a les 3 états du mois, c'est vraiment, voilà, la base, où on voit ben, l'état du mois parent, adulte et enfant. Et très souvent, on va se retrouver sur des transactions, on va dire, de communication qui sont croisées, comme on voit par exemple de parent à enfant ou d'enfant à parent, voilà. Donc le parent, en général, il a 2 phases. Il a le parent qui juge, qui critique, qui conseille, qui protège. Donc dans le bienveillant, moi j'aime bien aussi la notion du parent nourricier. Donc là, les phrases typiques, c'est tu devrais, c'est mal, fais pas ça, fais pas ci, voilà. Euh, on a l'enfant, donc l'enfant, on va voir l'enfant libre, rebelle ou adapté. Et lui, c'est un enfant qui ressent, qui veut, qui craint, qui réagit émotionnellement. Donc il va voir les c'est pas juste, tu m'aimes pas, j'en ai marre. Donc voilà, c'est les choses classiques. Et puis l'adulte, bah, lui qui est plutôt dans l'observation, qui est plus responsable, qui choisit. euh, et dans les phrases, on va être je ressens, j'ai besoin d'eux, comment on peut faire pour. euh, voilà, donc c'est intéressant d'observer ces 3 étapes du moi. Oui, ce qui est intéressant à voir, c'est que très souvent les conflits dans la communication, dans la relation, naissent quand en fait c'est deux enfants blessés qui vont rentrer en communication ensemble, par exemple. Ou quand c'est le parent critique qui parle à l'enfant rebelle, par exemple, dans la relation. Et donc, l'idée, c'est de revenir dans une communication d'adulte à adulte. Donc, de voir, parce qu'en fait, quand on est réactivé par rapport à une blessure, et c'est là qu'on va potentiellement se mettre dans la position du parent ou de l'enfant blessé, et on n'est plus dans une relation d'adulte à adulte conscient, en fait. On va peut-être vous faire on va vous faire des petits exemples de situations pour que vous puissiez voilà, voir un peu comment ça se passe et comment on peut peut-être le jouer autrement, mettre un autre scénario. Donc, par exemple, une situation où bah, je rentre fatiguée, par exemple, je rentre fatiguée et je découvre que
Mon partenaire est devant la télé et moi je suis épuisée, j'ai l'impression qu'il a rien fait, il est devant la télé. Donc, depuis l'enfant blessé, si je m'exprime depuis l'enfant blessé, je vais arriver et je vais la regarder et je vais lui dire, mais tu t'en fous de moi en fait, tu vois même pas que je suis crevée. Alors moi, ça va me toucher, ça va me blesser. Donc là, l'enfant critiqué va réagir, il va dire, bah, encore des reproches, mais je peux rien faire, je peux jamais me détendre. C'est pas vrai ça, Et tout le temps sur mon dos. c'est tout le temps sur mon dos, c'est incroyable. Alors là, on est dans le schéma de l'escalade garantie parce que personne n'est entendu et personne se sent respecté dans ses besoins. On pourrait changer la version. Donc voilà. Donc dans la version adulte conscient, je rentre du travail, je suis épuisée, mais je vais lui dire, je rentre épuisée, j'ai vraiment besoin d'avoir un temps avec toi pour déposer ma journée. Est-ce que on peut prendre 10 minutes ensemble? J'aurais besoin que tu m'écoutes et que tu sois là pour moi. Moi, je vais répondre du coup, ben oui, pas de souci, laisse-moi juste 2 minutes, je finis mon passage et je suis après complètement pour toi. Voilà. Ces 2 minutes, ça peut être plus, hein, ça pourrait être 5, ça Ouais, pourrait être 10. 1 heure. C'est ça. Mais au moins, les besoins ont été exprimés des deux côtés clairement. Donc, il n'y a pas de reproche ou de quiproquo. On exprime son besoin et on a une réponse responsable qui se fait. Donc, les deux ont pu exprimer leurs besoins. Parce que exprimer son besoin, ça ne veut pas dire que l'autre va se rendre immédiatement disponible pour nous ou va pouvoir immédiatement répondre à notre besoin. Ça, c'est important à comprendre. Il faut aussi que l'autre, il puisse C'est avoir ça. l'opportunité d'exprimer son besoin et potentiellement il pourra pas y répondre tout de suite, mais au moins on est accueilli, entendu et on a une réponse claire par rapport aux possibilités de l'un et de l'autre. Et on a pris nos responsabilités d'adultes en exprimant voilà, nos besoins et en le communiquant de manière posée et non activée. Donc en fait, il y a un autre aspect de l'analyse transactionnelle qui est justement comment on passe d'une situation où on est activé dans nos blessures d'enfants ou de parents pour ramener le dialogue sur un état plus apaisé d'adulte à adulte. Et donc c'est ce qu'on appelle la métacommunication. Donc quand un échange se tend, c'est souvent pas le fond qui crée la tension, mais plutôt la manière dont on se parle. Et la métacommunication, c'est cette capacité à prendre un pas de recul et pour parler en fait du dialogue lui-même. Donc là, on vient dézoomer on parle de la situation, de la façon, du contexte. Donc, par exemple, on peut dire, je sens qu'on se coupe la parole, par exemple dans un dialogue qui commence à s'envenimer. Donc là, on peut dire tout simplement, bah là, je sens que commence à se couper la parole, ça me convient plus. J'aimerais qu'on retrouve un échange plus posé. Voilà, ça c'est une façon de faire, par exemple, tout simplement en reprenant ce recul-là, ou parler de ce ressenti en disant, si on se sent un peu agressé, parce que la discussion elle tourne mal, de dire, ben là, je vois que je me referme un peu, ce sujet me touche plus que je le pensais. Voilà, donc peut-on revenir à une situation plus posée ou, Oui, faire le pas de côté et des fois se dire bah, peut-être qu'il faut voilà qu'on trouve un autre espace pour parler de ça. C'est-à-dire quand on sent qu'il y a on est réactivé ou quand on sent qu'il y a l'escalade potentiellement qui est en train de s'activer, effectivement de pouvoir quelque part s'extraire un peu, faire ce pas de côté-là en se disant, oula, là on est en train de... Mais on vient pas accuser l'autre, on vient parler de soi. Je sens que je me referme, voilà, j'ai besoin que et on c'est prenne un peu toujours de dans recul cette avec ça. observation de soi, de ce qu'on ressent dans la discussion, si d'un coup on sent que voilà, ça devient plus confortable, c'est que la discussion n'est plus d'adulte à adulte et c'est comment on va remettre ça euh, Remettre de la de la conscience en fait. conscience. Mm. Mm. Donc on parle plus du comment au lieu de rester dans le quoi pour se repositionner d'adulte à adulte. Donc c'est aussi une façon de dire que j'ai envie de continuer à te parler, mais autrement.
Ouais, ça, c'est vraiment une pratique qui est intéressante. Enfin, si vous pouvez l'observer, c'est vraiment très intéressant dans un échange relationnel, justement, de prendre le temps d'une respiration. Alors moi, je pense que le souffle et la respiration, c'est, c'est vraiment, ça peut tout changer. De prendre le temps d'une respiration. Quand vous sentez que vous êtes activé, quand vous sentez que la conversation devient compliquée, de vous autoriser l'espace de prendre une ou plusieurs respirations conscientes. Il y a rien à modifier, rien. C'est juste, j'inspire, j'expire. Et de prendre ce temps-là, alors des fois une, ça suffit, des fois deux, trois, mais prendre un temps, des fois même avant de répondre, quand vous sentez que vous êtes activé, de prendre le temps de cet inspire et de cet expire. Parce qu'il peut se passer, déjà ça ramène à l'instant présent, ça vous ramène ici et maintenant dans votre corps. Donc du coup, ça peut éviter que les conditionnements du passé et l'activation de votre garde-fou intérieur là, qui s'est mis en place depuis l'enfance, il injecte son programme. Là, vous revenez à le ici et maintenant, sentir votre sécurité intérieure, que vous êtes présent. Et déjà, ça peut désamorcer beaucoup de choses. Ça peut éviter les mots qu'on regrette après, ça peut éviter de projeter son émotion sur l'autre, mais juste de se laisser traverser. Enfin, vraiment, si vous pouvez le faire, c'est vraiment très intéressant. Et peut-être même si vous avez déjà dit la phrase que vous regrettez peut-être d'avoir dit, ou vous réalisez que c'était peut-être un peu violent, bah, cet inspire et cet expire, ça peut vous amener à prendre cette conscience-là et de le reformuler autrement. De peut-être dire, je suis désolée, je me suis emportée parce que je me sens émotionnellement activée, etc. Voilà ce que j'avais besoin de te dire. Et voilà. Et ce temps-là peut nous permettre de reformuler, de voir ce qui est joué et peut-être de faire une autre proposition dans l'espace. Après, ça peut se faire aussi après coup, parce que des fois, bah, pendant, voilà, peut-être que ce pas de côté, il se fera après la conversation et vous y reviendrez plus tard. Donc ça, c'est vraiment intéressant ouais, de pouvoir l'observer, de pouvoir mettre en place ces moments, ces respirations. Pour moi, c'est fondamental. Chat, Euh, peut-être. Ouais, oui, j'ai pas vu. Si vous voulez partager dans le chat, n'hésitez pas. Si vous c'est avez d'autres dispo. choses à partager. Je voulais vous parler aussi de la communication non violente. Bon, bah ça, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler. C'est quand même maintenant, on en parle beaucoup. C'est un chemin qui est très intéressant pour exprimer sa vérité, exprimer ce qu'on ressent, sans être dans l'attaque. Donc, il y a plusieurs étapes pour ça. Notamment, alors elles sont toutes nécessaires. On peut pas, c'est pas juste. La première étape, par exemple, c'est d'observer. Donc, on va pas juste se contenter d'observer, hein. Bien sûr qu'il y aura les autres étapes, mais on va vous le jouer un Mm. petit peu pour que vous voyez la situation où justement l'idée, c'est première étape, c'est d'observer sans juger. Donc, on va vous faire la version avec jugement et la version j'observe factuellement quelque chose. Voilà, donc avec jugement, ça va être par exemple, tu es toujours sur ton téléphone. Voilà. Donc là, on est bien dans le jugement. Oui, comment tu le reformulerais? Bah, ce matin, j'ai observé que déjà tu avais pris ton téléphone 3 fois. Ouais, que tu as pris ton téléphone trois Voilà. fois et voilà, on est alors forcément tout seul dit comme ça veut rien dire, hein. Après, il y a les Mm. autres étapes, mais il y a une différence entre tu es toujours sur ton téléphone et j'ai remarqué que tu étais sur ton téléphone ce matin. Par exemple, si moi je dis tu ne m'écoutes jamais, là je suis dans le jugement. C'est différent de hier soir, quand je t'ai parlé, tu regardais la télévision. Parce qu'en fait, c'est pas le jamais. Le jamais, c'est vraiment, on est dans dans le jugement. En fait, je suis jamais écouté. C'est hyper violent pour l'autre. Alors que là, voilà, on revient à la situation factuelle. Hier Mm. soir, je te parlais et tu regardais la télévision. Donc l'observation, c'est quelque chose qui va pas être contestable. C'est quelque chose qui est vérifiable. On est très factuel. Donc on n'est pas dans le jugement qui, lui, est une interprétation.
Parce que forcément, si on est dans le jugement, on rentre dans le conflit, parce que l'autre, il va pas être d'accord avec ce qu'on vient de dire. C'est juste, il ou elle se prend cette violence-là. Alors que quand on revient au factuel, on peut tous les deux partir de ce fait-là factuel. On peut se mettre d'accord déjà sur le fait que c'est une réalité. Mm, mm, mm. Deuxième étape, c'est de nommer ce qu'on ressent dans ces cas-là. Donc on va pareil, on va faire un- Un on bingo. va vous montrer la version où je rends l'autre responsable et la version où je prends la responsabilité de mon ressenti. Par exemple, si je veux, si dans le cas où je rends l'autre responsable, je peux dire, tu me rends triste. Mais si je prends ma responsabilité de mon ressenti, je vais plutôt dire, je me sens triste. Et là, c'est très intéressant, on va vous donner d'autres exemples, parce qu'en fait, un ressenti, c'est comme quelque chose de factuel, On peut pas le on ne peut pas le contredire. discuter, on ne peut pas le contredire. Un ressenti, c'est un ressenti. Le fait que je dise tu me rends triste, ça peut être contredit, parce que la personne en face, ça peut ne pas être En d'accord. quoi? Dire, Non, du tout. mais je te rends tout le temps triste, C'est ça veut rien dire ce que tu dis, c'est pas vrai. Enfin, la Mhm. personne peut contester et dire c'est pas vrai. Alors que si je dis je me sens triste, la personne peut pas me dire c'est pas vrai. Parce qu'elle peut pas remettre en cause mon ressenti sur le fait que je me sens triste. Ou tu me stresses. C'est pareil. Donc là, on vient accuser la personne d'être la cause de son stress, alors qu'on peut dire tout simplement, ben, je me sens stressé, tout Mm. simplement. Ou tu me mets en colère, je ressens de la colère. C'est pas la même chose. C'est notre vérité, notre ressenti, c'est notre vérité. Donc c'est important de revenir à ça à chaque fois parce que c'est, encore une fois, incontestable. Troisième étape, c'est de pouvoir exprimer son besoin. Parce que alors, donc on a observé, on a exprimé son ressenti, et maintenant il faut pouvoir exprimer son besoin. Donc dans l'expression du besoin, il y a une différence entre exiger et reprocher à quelqu'un ou faire part de son besoin. Par exemple, Tu devrais être plus présente. Donc ça, c'est mon besoin. En fait, mon besoin, c'est qu'elle soit présente, mais je l'exprime d'une manière un peu accusatrice, donc c'est un reproche. avec le tu, voilà. Il me reproche de ne pas être assez Voilà. présente. Alors que j'aurais pu dire tout simplement, ben, j'ai besoin de présence. J'ai besoin que tu sois là, de te sentir. Pourquoi tu fais jamais attention à moi? Là, je suis dans le reproche. Alors qu'en fait, je pourrais le formuler, j'ai besoin d'attention. J'ai besoin que tu prêtes attention à moi. On peut aussi dire, tu pourrais faire un effort quand même. Alors que la façon la plus, on va dire, alignée, ce serait, ben, j'ai besoin de me sentir important pour toi. Ou j'ai besoin que tu Ou m'aides. j'ai besoin que tu m'aides. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que les besoins, en plus, ils sont universels. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de sécurité, tout le monde a besoin d'amour, de reconnaissance, de repos. Enfin, c'est quelque chose qui parle. Quand on parle de son besoin, c'est quelque chose, ça peut faire écho à l'autre. Et en plus, quelque part, quand on s'autorise à exprimer son besoin, in- indirectement aussi, on autorise l'autre à pouvoir le faire. On ouvre un Tout à espace fait. où on peut exprimer ses besoins. Alors, c'est bien quand il y en a un qui commence, des fois qui montre la voie, mais ça autorise justement aussi des fois l'autre qui s'autorise pas forcément aussi à le faire. La quatrième étape, c'est formuler une demande, mais c'est une demande négociable, bien sûr. C'est pas un ordre ou un ultimatum. Donc, c'est très très différent. On fait une demande claire, ouverte. Par exemple, au lieu de lui dire arrête ton téléphone, là je lui donne un ordre en fait. Je pourrais lui dire peux-tu poser ton téléphone pendant qu'on déjeune ensemble? Si j'ai envie d'être écouté, je peux lui dire, tu dois m'écouter maintenant. Mais là, je lui donne aussi un ordre, alors que je pourrais dire, es-tu disponible pour m'écouter, s'il te plaît? Oui, est-ce que tu es disponible pour m'écouter? Je peux être énervée et dire à la personne si tu continues comme ça, je pars. Ou je pourrais le formuler à qu'est-ce que tu pourrais faire pour me montrer que tu es présent?
par exemple. Alors après, bien sûr, ça dépend de la demande, hein. C'est déclinable avec plein d'autres choses, bien sûr. Mais la demande laisse la possibilité aussi à l'autre de dire non. Donc ça ne veut pas dire que l'autre va dire oui ou accéder à la demande. Mais de toute façon, si on ne fait pas la demande, on se ferme déjà d'avance la possibilité que l'autre y réponde. On laisse pas le choix. Là, on prend le risque d'un non, mais on prend aussi le risque d'un oui. Donc ça, c'est important. Je vais peut-être vous présenter une situation avec justement tout ça mis bout à bout, l'observation, le ressenti, le besoin, la demande. Si par exemple mon partenaire rentre tard et travaille tard tous les soirs, dans la version reproche, ça pourrait être tu rentres encore tard du travail, tu penses qu'à ton boulot, tu penses pas à moi, je compte pas pour toi. Alors là, c'est le déballage. Comment je pourrais le formuler autrement? C'est donc factuellement, c'est cette semaine, tu es rentré à 21 h tous les soirs. C'est quelque chose sur très factuel. Je me suis sentie seule et je me suis sentie triste. J'ai besoin de moments de qualité avec toi. Est-ce que tu pourrais rentrer plus tôt, certains soirs dans la semaine pour qu'on partage un dîner ensemble? Et là, je formule une demande qui en plus est négociable, c'est-à-dire qu'on peut discuter des modalités de peut-être que ça peut être un soir, 2 soirs, 3 soirs, suivant les possibilités. Au moins, il a entendu ma demande et il peut peut-être me dire, ben voilà, et lui, il va prendre en compte ses besoins. J'ai des impératifs au travail, mais j'entends ta demande. Je peux effectivement essayer de m'organiser pour qu'on ait au moins un soir ou 2 soirs ensemble où on peut déjeuner ensemble. Voilà, c'est un exemple. Ça nous fera du bien, c'est vrai, tu as raison. Voilà. Donc encore une fois, ça garantit pas le oui de l'autre. Et très souvent, on se ferme à poser la demande à l'autre parce qu'on n'a pas envie d'entendre un non. Ça, c'est aussi, des fois, plutôt que d'entendre un non, on préfère pas demander. Mais en fait, du coup, on crée une frustration et on en veut à l'autre de pas avoir fait quelque chose qu'on n'a finalement pas demandé. Euh, mais pourquoi ça change tout de faire cette demande? C'est parce que d'une part, ce qu'on n'exprime pas s'imprime, donc ça s'imprime en nous. Tout ce qu'on va pas exprimer, ça va s'imprimer en ressentiment, ça va s'imprimer voilà, dans notre corps, en Ressenti. crispation, en tension. Enfin, voilà, ça peut même créer des problématiques physiques, hein. La médecine chinoise, c'est typiquement la colère froide, la frustration qui vient bloquer l'énergie du foie, des vésicules biliaires, etc., par exemple. Donc c'est très classique. Voilà, il y a des répercussions physiologiques. Donc en fait, on se rend malade à cause de ça. Et en plus, on laisse ce qu'on n'exprime pas, du coup, on laisse aucune chance à l'autre de comprendre ce qui se passe pour nous, et ça ouvre aucun espace de dialogue, et ça ouvre même pas la possibilité du oui, puisqu'en fait, on prend même pas le risque de demander. Alors, bien sûr que si l'autre reste fermé et que ben, c'est important pour nous et que l'autre n'entend pas, alors, ça veut pas dire que c'est voué à l'échec. Des fois, ça peut prendre du temps parce qu'on est chacun dans nos propres cheminements. Parfois, la personne, sur le coup, bah, elle n'est pas dans la capacité à pouvoir répondre à cette demande-là. Voilà, parce que il y a certains processus de prise de conscience qui peuvent prendre un petit peu de temps. Et après aussi, bah, ça peut révéler une incompatibilité à un endroit. Et à ce moment-là, bah, ça nous met face aussi à parfois certaines incompatibilités qui peuvent être douloureuses, mais qui vont nous amener à nous poser avec ça plutôt que de l'ignorer, de faire l'autruche ou de mettre sous le tapis. Mm, Et mm. de se dire, qu'est-ce que je fais de ça? Dans quelle mesure c'est vraiment important pour moi? La, mon ou ma partenaire peut pas répondre à ça. Est-ce que c'est quelque chose dont je peux me passer ou est-ce que c'est vraiment, ça me rend trop malheureuse? Et dans ce cas-là, ben, voilà, ça implique après d'autres échanges et d'autres discussions et d'autres mises à plat voilà, sur du fond. Et voilà, on n'est pas en train de vous dire que forcément ça va Ça va être déboucher magique surtout. sur sur le fait que les deux se trouvent un accord commun, hein. Mais c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est ne plus se leurrer, ne pas vivre dans une relation qu'on projette ou dans laquelle on n'est pas authentique. Et l'authenticité, c'est vraiment
la base aussi de la relation, d'une relation consciente, harmonieuse, épanouissante. Voilà. Donc, l'invitation, c'est vraiment pour vos prochains échanges, potentiellement, d'observer, si vous pouvez, dans des échanges un peu engageants, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, donc voir qu'est-ce que, si je reviens à du factuel, qu'est-ce qui s'est passé de façon factuelle, qu'est-ce que j'ai ressenti, de quoi j'ai besoin, et qu'est-ce que j'aurais pu demander clairement. Voilà. Vous pouvez vous reprendre une situation comme ça pour voir comment elle aurait peut-être pu se jouer et du coup pour pouvoir la prochaine fois peut-être le ressentir et comprendre ce mécanisme-là et pouvoir le mettre en place. Euh, donc maintenant, on va parler de l'importance aussi de créer un cadre sécure. Donc c'était vraiment l'objet aussi de la dernière masterclass sur sécurité intimité. Mais dans le cadre de la communication, c'est aussi vraiment très important. Donc on ne peut pas tout se dire n'importe quand ni n'importe comment. Donc il y a des règles d'or à respecter au niveau de ce cadre-là. Donc comme par exemple choisir le bon moment. Mm. Donc il y a des mauvais moments, par exemple ben, quand on est fatigué, affamé, stressé, juste avant de dormir, parce qu'on ne sait pas comment la discussion peut évoluer, et donc ça peut perturber la nuit, donc c'est pas une bonne chose, ou en plein conflit émotionnel, ou bien sûr, ben, ça c'est évident devant d'autres personnes, par exemple. Oui, on évite, on évite ça Voilà, donc devant la la famille, famille, les les amis. amis. Donc, j'ai déjà, j'ai déjà vécu ça d'un couple devant nous, c'était très gênant. Donc les bons moments, bah, c'est plutôt déjà se demander d'abord, bah, c'est quoi le bon moment pour toi, si on parle de quelque chose d'important. Donc on se met d'accord sur ce moment-là. Et puis après, bah, se prévoir un créneau où on peut justement poser ça pour y dédier ce moment de parole. Et puis, quand les deux sont aussi disponibles émotionnellement. Mm. Donc là, on est dans la situation où en fait, vous avez besoin d'avoir une discussion en enfin, profonde avec, avec une personne avec qui vous avez besoin d'échanger depuis un bon espace. Et donc, pareil, quand on annonce son intention, par exemple, si moi j'ai besoin d'ouvrir cet espace-là avec mon partenaire, je vais lui formuler mon intention. Il faut que mon intention soit claire. Si je lui dis il faut qu'on parle, je pense qu'il y a quasiment tout le monde, le il faut qu'on parle. On a tous un petit quelque chose qui se crispe à l'intérieur en mode mon Dieu, Qu'est-ce qui va se qu'est-ce qui passer? va se passer? À quelle sauce je vais être mangée? Euh, Déjà, c'est trop vague, c'est hyper anxiogène. Et alors là, pour peu qu'on ait facilement les petits films qui s'actionnent dans notre tête, Hmm. on peut partir très très facilement Non, non. dans nos scénarios. Ça fait très alarmiste. Et ça a vraiment, le premier truc qui vient, c'est il y a un problème, il faut qu'on parle. Donc, je pourrais le formuler autrement en disant, bah voilà, j'aimerais partager avec toi quelque chose d'important. J'aimerais qu'on puisse échanger, qu'on puisse renforcer notre lien, clarifier certaines choses. Et donc j'aurais besoin d'un temps avec toi pour ça. Ou j'ai besoin de partager quelque chose avec toi pour être sûr qu'on se comprenne bien ou qu'on se comprenne mieux. Je voudrais qu'on prenne un moment pour parler de nous. Enfin, c'est déjà voilà, l'intention, elle donne déjà une direction de connexion à l'autre, pas de conflit. Et donc ça, c'est vraiment important, la façon dont on formule aussi nos demandes Hmm. quand on veut créer un moment de communication avec l'autre. Voilà, on peut aussi éviter les négations, c'est-à-dire que dans la façon de parler, quand on parle de négation, le message, il n'est pas forcément bien perçu. Par exemple, quand on veut justement parler de notre intention, j'aimerais te parler, mais je ne veux pas te blâmer. Euh, Donc là, ce n'est pas pour te blâmer. Ce terme-là, on va retenir blâmer. Et donc là, on va être sur la défensive.
Donc le cerveau, il entend que ça, il n'entend pas la négation. Donc souvent pour les enfants, on le dit justement de ne pas dire ne crie pas ou ne pleure pas, et il va faire le contraire. D'autres Ou cours pas, exemples, il court. voilà, ne t'inquiète pas, ben, j'entends, je m'inquiète, euh, je ne Je suis suis pas pas en en colère, colère. j'entends, ben, je suis en colère, ou ce n'est pas grave, j'entends le grave. Donc il faut idéalement, c'est formulé de manière plus positivement. Donc je veux partager ce que je ressens pour qu'on se comprenne mieux, ou je suis calme, j'ai besoin de clarifier, c'est important pour moi, voilà, ces différents éléments. Après, c'est important aussi d'avoir un espace où on va garantir cette écoute mutuelle. Donc c'est vraiment, on en a déjà parlé de cette écoute active notamment. Mais au moins d'avoir vraiment un rituel d'écoute ensemble, de poser peut-être les règles avant hein, d'écoute. Si par exemple on a 5 minutes, chacun son tour, où on peut s'exprimer, où on se laisse vraiment parler, on coupe pas la parole à l'autre, on s'exprime en je, c'est-à-dire qu'on parle toujours de ses ressentis, on évite au maximum Le le tu. tu, le fameux tu qui tue. Le fameux tu ne fais jamais ou tu es ceci. Mais voilà, ramener vraiment toujours au jeu. Je ressens ça, j'ai besoin, enfin voilà. Euh, donc, on écoute l'autre activement, c'est-à-dire on est vraiment avec l'autre, on l'écoute, on ne coupe pas la parole et on ne juge pas, c'est-à-dire on cherche pas, on réagit pas non plus en disant bah non mais c'est pas vrai, on cherche pas à se justifier. Euh, Pensez à reformuler aussi. Celui qui écoute peut reformuler quelque chose pour être sûr d'avoir bien compris, après avoir écouté l'autre, hein, bien sûr. Pour vérifier, j'aimerais être sûre, est-ce que c'est bien ça que tu as voulu dire? C'est-à-dire plutôt que de partir dans des interprétations, des fois dans nos films, etc., Valider. après avoir écouté mon partenaire qui a déposé ce qu'il avait besoin de déposer, je peux venir vérifier en reformulant, est-ce que j'ai bien compris? Donc tu m'as fait part de ça, 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 je voudrais être sûre d'avoir bien compris, voilà. Euh, et donc, ça, c'est vraiment des règles au niveau de l'écoute qui sont très, très importantes. C'est à la fois un signe de respect, ça évite de repartir dans un scénario où on rentre dans une guerre d'ego, j'ai raison, tu as tort, etc. C'est-à-dire qu'on vient dans quelque chose de constructif, on est vraiment dans une démarche constructive et de connexion à l'autre. Euh, et on protège du coup le lien avant de dire les choses en faisant ça. C'est-à-dire que si on a quelque chose d'important à dire, qui est des fois pas évident, on peut s'ouvrir, on est en vulnérabilité, on a peut-être peur aussi, hein, il y a nos peurs qui sont réactivées des fois, mais on vient un peu, déjà c'est un cadre qui vient un peu plus protégé et qui crée un cadre sécurisant pour pouvoir se déposer. Et on s'assure aussi, ben, du coup, que chacun reparte pas avec des interrogations, des incompréhensions. Donc ça aussi est important. Donc il est important aussi ben, de ritualiser l'espace de dialogue. Donc là, on avait fait une masterclass sur offrir une nouvelle dimension à votre couple. Et dans cette masterclass, on avait parlé justement à un moment donné de faire ce petit rituel de retrouvailles à des moments précis pour avoir cet espace de communication. Donc on avait même eu des retours de participants qui avaient expliqué qu'ils avaient déjà mis ça en place et comment ils le mettaient. Donc il y avait cette règle aussi des 5 minutes, par exemple, ou des choses comme ça. Donc dans ces rendez-vous de couple, ce qui est important, c'est de se fixer ben, déjà la fréquence en fonction des besoins. Alors ça, c'est toujours en fonction aussi ben, de la période que l'on peut vivre. Donc il peut y avoir une période où on a besoin de se réguler un peu plus souvent, donc, ou juste de manière plus étendue, si c'est juste voilà, faire un petit point de temps en temps. Donc, donc cette fréquence et puis le temps minimum d'échange qui sera dédié à ce moment-là, le lieu, à quel endroit on veut le faire. Euh, donc c'est bien de le faire
au même endroit, parce que ça crée un peu le rituel, il se met aussi avec les habitudes. Le jour plutôt fixe, c'est toujours bien. Et puis avoir des rituels d'ouverture, par exemple, la dernière fois on a parlé d'une charte, Mm. donc on peut se lire la charte. Euh, Ça peut être aussi mettre une bougie, partager un thé, se prendre dans la main, se regarder dans les yeux pendant quelques instants, juste respirer ensemble. Donc là, Je vous partage en même temps la charte ah oui, de l'espace intime. donc Euh, c'est important, voilà, on avait parlé aussi de la je vais mettre ça. co-régulation par rapport toujours à la théorie polyvagale. Et donc, se prendre ce petit moment de respirer ensemble, de, voilà, d'être là, de retrouver cet état de présence. C'est aussi un rituel d'ouverture qui est important pour donner toutes les chances à ce moment de communication. Donc, poser les règles aussi qui sont claires, on ne se coupe pas, on parle en jeu, la confidentialité. Donc, dans cette charte, on voit les différents points, donc ça, vous le verrez. On pourra la repartager si besoin. Mais il y a plusieurs points, on l'avait présenté dans l'autre masterclass, la charte de l'espace intime. Le temps passe vite, il y a toujours plein de choses à vous dire. Peut-être on va passer un peu plus rapidement, mais sur comment on pose ses limites. On a parlé justement de la culpabilité qu'on peut ressentir, de nos peurs, de nos croyances, de nos blessures, etc. Et comment on peut agir malgré tout. Euh, donc, ce qui est important, c'est que, par exemple, si on a des difficultés à dire non, parce qu'on a cette croyance que si je vais dire non, je vais blesser l'autre, euh, ce qui est important de comprendre, c'est que, bien sûr que c'est tout. Donc, tout ça, c'est un processus, parce que ça vient avec nos blessures et nos croyances, mais dire non, c'est c'est dire oui à une relation authentique. C'est-à-dire que si quand je n'arrive pas à dire mon non, je suis pas vraiment authentique dans ma relation parce que je suis pas dans l'expression de ce que j'ai vraiment, ce qui est là pour moi. Donc vraiment, ça crée de la distance, ça crée du ressentiment. Euh, donc c'est vraiment important de pouvoir voilà s'entraîner même avec des petites choses. Mm, mm. Donc peut-être vous entraîner avec des choses qui sont pas très engageantes dans votre quotidien. Ça peut être d'ailleurs pas forcément au départ avec votre compagne ou compagnon. Ça peut être déjà de s'entraîner avec des collègues au travail, avec des amis. Enfin, essayez de trouver des petites choses pas très engageantes où vous allez pouvoir vous entraîner à exprimer votre non quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, là où avant peut-être vous auriez dit je sais pas ou oui pour parce que cette fameuse peur de comment ça va être perçu, reçu. Euh, et en plus, c'est aussi de savoir, de voir comment vous accueillez le nom de l'autre, parce que ça c'est très intéressant aussi. C'est un signe de maturité relationnelle de pouvoir accueillir en fait, dire son nom et accueillir le nom de l'autre. Ça veut aussi dire, quand moi, mon partenaire me dit non, j'entends pas qu'il m'aime pas, j'entends je t'aime et je respecte tes limites. Enfin, moi, si j'ai vraiment, quand on accueille le nom de l'autre, c'est un cadeau aussi d'accueillir le nom de l'autre. Parce que l'autre, justement, quelque part, il retrouve son autorité intérieure, il se respecte, c'est un signe d'amour de soi aussi. Et donc, de reconnaître le nom de l'autre, ça veut dire qu'elle fait ce chemin-là et que c'est très beau, surtout quand c'est pas habituel. Donc, la formule pour poser ses limites avec douceur, par exemple, ça va être il ou elle veut sortir et vous voulez rester. Donc, ça arrive assez souvent. On a envie de cocooning et l'autre a envie de sortir. Donc, plutôt dire ben non, j'ai pas envie. Quand on me pose la question de sortir, c'est un peu sec, c'est un peu brutal. Donc ça va être plutôt, C'est fermé. voilà, c'est fermé. C'est ben je comprends ton envie de sortir et j'ai vraiment besoin de repos ce soir. Peut-on planifier une sortie demain ou Un un autre autre moment. moment? Donc après, la personne, bien sûr, si elle a vraiment envie de sortir ce soir, bah,
elle prend cette disposition. Après, peut-être qu'elle peut sortir avec un ami ou avec quelqu'un d'autre ou seule, ou elle va dire, ah bah oui, ok, moi j'avais besoin de sortir avec toi, si on le planifie demain. Enfin voilà, c'est-à-dire on ferme pas la Voilà. possibilité. Et j'ai fait attention de ne pas dire mais, par exemple, j'ai dit j'ai compris ton besoin et j'exprime le mien. Euh, et donc, je propose après une solution. J'ai pas dit, eh ben, je comprends ton besoin, mais moi, voilà. Donc là, c'est un peu moins bien que de dire, et mon besoin, il est comme ça. C'est ça. Et c'est vraiment ça la base, c'est je peux reformuler pour dire je t'ai bien entendu, j'accueille ton besoin et, c'est pas mais, et je te fais part du mien, de là où j'en suis. Par exemple, si tu voulais me parler et que je ne suis pas disponible, euh, je pourrais dire pas maintenant. Bah non, pas maintenant. Bah là, ok. Donc la personne, toi tu viens, tu as besoin de me parler, je te dis pas maintenant, et tu restes juste Mm. avec ça. C'est très fermé, c'est un rejet. Alors là, en plus, il y a la gestion du rejet derrière, c'est activé à fond. Alors que je pourrais dire, bah, je vois que c'est important pour toi de me parler, que tu as besoin de me parler là maintenant. Par contre, moi, je suis pas disponible pour l'instant. Ça peut être je suis pas disponible émotionnellement, ça peut être je suis pas disponible parce que je suis occupée à faire d'autres choses. Est-ce que on peut planifier ça? Ça peut être dans 1 heure, dans 6 heures, dans un jour. Enfin voilà, et on ferme pas la porte, on ouvre la porte à bah voilà, j'ai entendu que c'est important pour toi. Est-ce qu'on peut se trouver un moment où on sera tous les deux disponibles? Parce que pour C'est ça. l'instant, moi, je suis pas disponible. Qui est très important, c'est le fameux et. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le mais. À la fois, on n'est pas dans l'injonction où vraiment ça ferme la porte, et en même temps, on utilise bien le et pour dire c'est pas je t'aime, mais c'est je t'aime et. J'entends ton besoin et j'exprime le mien. Et Donc, on voit comment oui. on peut Du coup, s'entendre. c'est les deux vérités qui existent. Mm. C'est pas juste ma vérité. C'est j'ai ma vérité, j'ai mon besoin, t'as ta vérité, ton Les besoin. deux existent. Voilà. Bah, on a vu beaucoup de choses pour revenir sur le fait que bien sûr, voilà, on peut connaître toutes les techniques de communication du monde si on se rencontre pas soi enfin, en tout cas avant ou pendant qu'on rentre en relation avec quelqu'un, c'est vraiment très important d'aller aussi à la rencontre de soi. Je le redis parce que vraiment, tout ça, ça commence aussi par cette guérison personnelle. Euh, Tout se règle pas dans la relation. Il y a la part que chacun fait aussi de soi à soi. Voilà. On Euh, parle souvent que les névroses s'attirent et c'est quand même dans un but aussi justement d'observer nos névroses pour pouvoir aussi travailler dessus. Donc c'est ça le côté aussi positif du couple. On a rencontré des maîtres qui, dans, 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 dans nos démarches respectives et qui disaient certains maîtres ne voulaient même pas être en couple parce que ils savaient que c'était très difficile. Donc pourtant c'est des maîtres spirituels. On pourrait dire bon ben, ben, ils se disent ben, l'épreuve le plus difficile c'est quand même le couple parce que justement il y a toutes ces interactions qui activent aussi nos propres névroses et il faut passer au-delà. Mais justement, c'est ça aussi le cadeau et la beauté, c'est que ça fait vraiment avancer. Et, euh, et c'est important de faire ce travail personnel, chacun. mm. Par rapport, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le dire, mais par rapport aux projections, les fameux films qu'on peut se faire, ça c'est si vous l'observez, c'est pas forcément quelque chose qui va disparaître comme ça, mais vous pouvez dans la communication avec votre partenaire, si vous observez ça chez vous, vous pouvez lui demander aussi d'être rassuré, de vous co-réguler ensemble, par exemple. En se racontant nos films. Voilà, c'est ça. Moi, je peux te dire, je me raconte peut-être un film, mais ou voilà ce que je, sans forcément utiliser le terme de film, mais voilà ce que je me suis raconté. Moi, en fait, quand t'as soupiré, après, je t'ai fait cette proposition, j'ai ressenti de l'inquiétude, j'ai eu peur parce que j'avais l'impression du coup que t'en avais rien à faire, et voilà ce qui s'est passé pour moi, c'est l'histoire que je me suis racontée, et j'aurais besoin de toi peut-être pour que me dises ce qu'il en est ou que tu me rassures. C'est-à-dire qu'on peut
aussi demander à l'autre de nous aider et de nous Ouais. co-réguler dans les activations qu'on peut avoir. C'est quoi ton film à toi, quoi, par exemple? C'est ça. Donc la co-régulation, c'est vraiment, c'est déjà l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'on a déjà conscience des projections qu'on a et on peut en faire part à l'autre pour lui demander de nous aider et de nous co-réguler quand on sent qu'on est activé à cause d'une peur ou d'une projection qu'on a. Et ça, c'est très très beau aussi parce qu'on s'ouvre, c'est un acte, voilà, on souffre, on est vulnérable face à l'autre et en même temps on lui partage cette vulnérabilité et on lui demande de nous aider si on le sent, hein, parce qu'après c'est pas toujours possible Complètement. avec le partenaire suivant avec qui on est, mais en tout cas, ça peut autoriser l'autre aussi à s'ouvrir à cette vulnérabilité-là, de dire, bah voilà, je sors de mon rôle de la femme forte, je vais parler pour moi, qui dit rien et qui ose pas montrer qu'en fait, elle est vulnérable à certains endroits, je prends, j'ouvre cette porte-là pour pouvoir aussi ben, être rassurée là où j'ai besoin d'être rassurée à certains endroits si c'est encore pas très stable chez moi de ce Mm, côté-là. mm. Voilà, je pense qu'on a vu pas mal de choses. N'hésitez pas ben, donc on va conclure si vous avez des choses à nous partager dans le chat. Bon, on est passé un peu rapidement sur la fin, mais c'est vrai que je vois que le temps passe très très Mm, vite. mm, mm. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous partager des choses. Pour conclure, oui, on peut peut-être parler c'est ce qu'on vous a exposé, le fait de parler vrai pour aimer mieux. C'est pas forcément un chemin facile, hein. Euh, Ça veut pas dire que comment dire, c'est pas une pilule miracle pour sauver une relation. C'est le seul chemin, en tout cas, qu'on connaît pour vivre une relation authentique et épanouissante. Donc après, voilà, c'est ce que nous, on a expérimenté, ce qu'on observe aussi dans nos accompagnements. Voilà, parler consciemment, c'est pas forcément toujours vouloir avoir aussi raison. Ça, c'est aussi important de le savoir. C'est aussi accepter ses imperfections, accepter le fait d'être en chemin, de dire, de commencer, voilà, à exprimer, d'être authentique. L'important, on l'a dit plusieurs fois, l'authenticité, c'est vraiment important. Je vais vous partager peut-être juste en guise de conclusion et un petit document, hop, avec les 7 clés à retenir. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on a vu là dans l'ensemble dans la masterclass. Pouvoir identifier ses blessures parce qu'elles dictent nos réactions. Déconstruire ses croyances, parce qu'elles ne sont pas la vérité. Reconnaître ses projections, c'est-à-dire vérifier avant de réagir. Donc, parler depuis l'adulte, donc c'est l'analyse transactionnelle, et pas depuis l'enfant blessé. Reformuler ou formuler en communication non violente. Donc, c'est observer, parler de ses ressentis, de ses besoins et faire sa demande. Créer un cadre sécure, donc et ritualiser le dialogue. Et poser ses limites, notamment malgré la culpabilité. Donc, c'est apprendre à dire non, c'est un acte d'amour. Et puis, on vous invite, voilà, bah, c'est dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, si vous le sentez, à mettre en pratique un certain nombre de choses dont on vous a parlé, ce qui vous appelle le plus. C'est pas forcément tout ça, mais ça peut être, voilà, des pistes que vous pouvez déjà commencer. Vous avez vu l'observation depuis quel état intérieur je parle, donc c'est les 3 mois, Voilà. l'enfant, adulte et parent. Peut-être de prendre des exemples de petites situations. Alors, vous pouvez commencer avec des choses vraiment pas trop engageantes au départ pour soit tester la communication non violente, soit vérifier une projection avant d'agir, de réagir. Et même au travail, à tout niveau, on peut le retrouver, hein, ces petites observations. Mm. Voilà. Et puis, ça peut être, voilà, vous entraîner à poser un nom, à poser une limite sur des choses qui sont pas très engageantes au début. Puis après, vous pouvez voilà, en fonction de ce que vous sentez, aller sur des choses de plus en plus peut-être engageantes dans la relation. Et, Et voilà. et proposer peut-être un rendez-vous ritualisé, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut partager avec vous aujourd'hui.
Merci beaucoup. Je vais continuer à nettoyer l'ancien pour accueillir le nouveau dans tous les domaines de ma vie. Je regarderai avec plaisir votre chaîne YouTube. Bonne journée. Merci Merci beaucoup. Myriam, merci pour le retour. Merci, merci. Bon, c'était un plaisir de partager tout ça avec vous. Donc effectivement, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux. Donc moi, vous pouvez me retrouver à Christelle Sophia sur Instagram, Facebook. J'ai un site internet aussi avec tous mes accompagnements expliqués dessus. Et sur ma chaîne YouTube, Christelle Sophia, où vous allez aussi retrouver les vidéos des masterclass. Voilà, donc moi ça va être sur mon site internet sylvaindecoster.com ou sur mon Insta ou sur la chaîne YouTube aussi Sylvain de Coster. Voilà. Et dans le cadre donc du couple alchimique, on propose ces masterclass mensuelles. Mhm. Et on propose également une retraite, le couple alchimique. Là, on n'a pas encore posé la date. A priori, la prochaine date, ça va être Au en mai. printemps. A priori, en mai. Mm. Mais on vous tiendra informé dès qu'elle sera fixée. Vous pouvez déjà aller voir sur la page du couple alchimique et vous pouvez déjà vous préinscrire si vous voulez avoir des renseignements. Enfin, ça engage absolument à rien. Voilà. C'est voilà. Dans un très joli lieu, en plein milieu du massif de la Sainte-Baume, donc avec une petite piscine, avec un âne, de quoi faire des balades tout autour. Le Donc, cadre est le magnifique cadre est très et beau. ce sera dans une yourte. Il y a des gîtes possibles On peut à dormir sur côté sur place. place. Mm. Voilà, donc on vous donnera toutes les infos. Et là, par contre, ça s'adresse aux personnes en couple ou en tout cas d'être avec un ou une partenaire C'est ça. pour le... Donc voilà, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à partager autour de vous si ça vous a plu et vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux. On vous souhaite Merci encore. un très bon week-end à tous Au revoir. et à la prochaine masterclass.